Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Tout a commencé un jeudi soir, tout ce qu'il y a de plus banal. Dans la cuisine silencieuse de notre pavillon à étage en banlieue de Nantes, la pluie tapotait contre les carreaux. Une odeur d'ail revenue flottait dans l'air et le doux ronronnement du lave-vaisselle résonnait en arrière-plan, mais j'avais l'esprit ailleurs, loin du dîner. Élodie était appuyée contre le plan de travail, son peignoir légèrement entrouvert, un verre de vin à la main, ce sourire en coin familier aux lèvres. « Pourquoi tu ne t'approches pas » a-t-elle chuchoté en caressant le bord de son verre du doigt. Je n'ai pas bougé. Je suis resté figé devant l'évier, le dos à moitié tourné, la voix basse mais tranchante comme une lame. Je ne veux pas d'intimité avec toi après que tu as été avec ton amant. Elle s'est figée. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu la vérité la frapper en plein visage. Pas avec ma main, pas avec des cris, mais avec cette simple phrase. Quoi? De quoi tu parles? Son sourire a vacillé, se tordant maladroitement dans la confusion. Thomas, tu es sérieux là? Je n'invente rien, ai-je dit en me tournant enfin vers elle. Ton comportement a écrit chaque phrase de cette histoire. J'ai juste décidé de commencer à la lire à haute voix. Son verre de vin a heurté le comptoir un peu trop fort. Tu es paranoïaque. Tu as toujours été dramatique, mais là. Elle a laissé échapper un rire tremblant. C'est juste. C'est de la folie. J'ai croisé les bras. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas scié. Tu penses que les téléphones verrouillés, les promenades tardives et les gloussements privés devant des SMS passent inaperçus? Je ne suis pas stupide, Élodie. Elle s'est décollée du comptoir et a marché vers moi, le ton montant. Oh, donc maintenant je n'ai pas le droit d'avoir des amis. Tu deviens contrôlant maintenant. C'est ça le problème? Tu te sens délaissé, alors tu te montes des films. Je l'ai fixé comme un homme regardant quelque chose en quoi il croyait s'effondrer. Non, je me sens trahi. C'est très réel. Son visage s'est décomposé. Qui t'a dit quelque chose? Quelqu'un t'a parlé? Personne n'a eu besoin de le faire, ai-je dit doucement. Tu l'as fait toi-même. Élodie a levé les bras au ciel, faisant les 100 pas. Incroyable. Tu transformes tout notre mariage en une sorte de complot parce que je vais marcher et que j'envoie des SMS. Tu as besoin d'aide. Tu penses que je suis aveugle? J'ai fait un pas en avant. Nous sommes justes. Dans une phase de faiblesse a-t-elle tenté? Elle s'est arrêtée, les bras croisés serrés sur sa poitrine, son peignoir désormais serré comme une armure. Tu n'as aucune preuve. Tu te raccroches à n'importe quoi. Non, ai-je dit, calme et froid. J'ai fini de chercher. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne rien voir. Pendant une seconde, le seul bruit fut le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le léger sifflement de l'eau bouillant sur la cuisinière. Puis elle a chuchoté, presque suppliante, « Tu vas tout gâcher sur de simples soupçons ?» Je ne gâche rien, ai-je répondu. C'est toi qui as tout gâché le soir où tu as cessé de me choisir. Et juste comme ça, je suis passé devant elle pour attraper ma veste. Pas de cris, pas de larmes, juste la vérité, brute et nue. Parce qu'à ce moment-là, c'était la fin de la comédie et le début de quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Je m'appelle Thomas. J'ai 39 ans. Je travaille comme chef d'atelier dans un centre auto local. Rien de glamour. Je vis dans ce genre de quartier résidentiel où les gens se saluent depuis leur allée et tondent leur pelouse le samedi. Je fais des croque-monsieur le dimanche, je nettoie les gouttières 2 fois par an. Une vie simple, tranquille. Mais ce soir-là, ma cuisine n'était plus tranquille. C'était l'épicentre d'une trahison que je n'avais pas demandée, mais que je sentais venir comme un orage depuis 3 jours. Et croyez-moi, la tempête ne faisait que commencer. 2 jours ont passé. Pas un mot échangé entre nous. Élodie se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était, fredonnant en pliant le linge, me demandant si je voulais qu'elle rapporte quelque chose du supermarché. Comme s'il ne s'était rien passé. Comme si elle ne s'était pas tenue dans la cuisine 2 soirs plus tôt pour m'accuser de délire quand je l'avais confrontée à la vérité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas nier. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien exigé. J'ai juste observé, comme un homme regardant quelque chose de déjà mort mais qui marche encore. Chaque soir après le travail, je rentrais, je prenais une douche,
je me changeais, je mangeais en silence, assis sur le canapé. Pas de télé, pas de musique, juste un silence assez épais pour être palpable. Et elle détestait ça. Élodie me jetait des coups d'œil par-dessus son livre, scannant mes yeux à la recherche d'un signe, de n'importe quoi à exploiter. Mais je ne lui donnais rien. Elle traînait près de la cuisine, me frôlant accidentellement, agissant comme son ancien elle, comme si elle pouvait séduire son retour au pouvoir. Mais je ne la regardais pas une seule fois. Je ne jouais plus, et elle le savait. Le lendemain matin de cette dispute, j'ai arrêté de prendre mon café à la maison. À la place, j'ai conduit 5 pâtés de maison jusqu'à un café niché entre un barbier et une librairie d'occasion, le café de la place. J'y étais allé 100 fois auparavant, mais maintenant ça semblait différent, comme un terrain neutre. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand je suis entré. La serveuse, Léa, une étudiante aux yeux ensommeillés et au sourire rapide, m'a salué comme toujours. « Salut, Thomas. » Comme d'habitude. J'ai hoché la tête. « Ouais, merci. » J'ai pris la banquette du fond, celle près de la fenêtre d'où je pouvais voir la rue. Les gens passaient, vivaient, avançaient. J'ai regardé un couple âgé marcher main dans la main, leurs doigts entrelacés comme si c'était encore la première année de leur amour. J'ai regardé un gamin passer en skate, capuche à moitié zippée, écouteurs dans les oreilles, un sourire sur le visage comme si le monde n'avait pas encore essayé de le mordre. Je suis resté assis là à siroter mon café noir, laissant la chaleur frapper le fond de ma gorge et apaiser le froid qui s'était installé dans ma poitrine. Mon reflet dans la vitre ne mentait pas. J'avais l'air fatigué, pas par le travail, pas par le manque de sommeil, mais par la trahison. Cela m'avait vidé d'une manière que je ne pouvais pas totalement expliquer. Comme si mon centre avait été évidé, et que je me promenais avec une coquille et quelques habitudes. Ce jour-là, je n'ai répondu à personne. Pas à Julien, mon vieux pote de fac, qui n'arrêtait pas de demander quand on irait à la pêche. Pas à ma sœur, qui sentait toujours quand quelque chose clochait. Je n'étais pas encore prêt à parler. Qu'est-ce que j'aurais dit? Que la femme qui avait promis pour toujours s'était soudainement transformée en une étrangère qui esquivait les questions et flirtait avec des mensonges? Que je pouvais la sentir s'éloigner des moi avant de pouvoir le prouver? Non. Alors, je me suis assis sur cette banquette, le soleil de l'après-midi coupant à travers les stores, jetant des rayures sur mon café et mes mains. J'ai fixé la rue comme si elle détenait les réponses. Comme si quelque part entre les pas des inconnus, je trouverais le courage de dire la seule chose que je n'avais pas encore dite à voix haute, je suis seul maintenant et c'est bon, parce que ce silence, ce n'est pas une reddition, c'est une préparation. Il était environ 20 heures quand elle a finalement posé la question. Le salon était faiblement éclairé, juste une douce lueur de la lampe à côté du canapé et le scintillement des bougies qu'elle avait allumées plus tôt, essayant de créer une ambiance, je suppose. Elle s'était recroquevillée à l'autre bout du canapé d'angle, les jambes repliées sous elle, serrant un coussin dont elle n'avait pas besoin. J'étais assis dans le fauteuil, feuilletant un vieux livre de poche que je ne lisais pas vraiment. Pendant un moment, tout était calme, à part le léger bourdonnement du frigo et le bruissement occasionnel des pages que je tournais sans réfléchir. Puis, sans me regarder, elle a posé la question comme si elle commentait la météo. « Pourquoi tu es si bizarre ces derniers temps ?» Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. Je veux dire, a-t-elle continué, forçant un petit rire, tu me parles à peine. Tu dors sur le canapé. Tu pars tous les matins comme si on était des étrangers. Ça commence à devenir bizarre. J'ai posé le livre lentement, appuyant mon pouce sur la couverture. Puis je l'ai regardé, calme, froid, clair. Je me prépare à une vie de célibataire. Elle a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Quoi? Je n'ai pas bronché. Tu as demandé. C'est ta réponse. Son sourire s'est effacé. Cette petite courbe tendue qu'elle portait comme une armure est tombée instantanément. C'est censé être une blague, a-t-elle demandé, la voix plus basse maintenant, les yeux plissés. Non, ai-je dit en croisant les mains sur mes genoux. Ce n'est pas une blague. Je m'adapte, je m'habitue au silence, à cuisiner pour une personne, à dormir seul, ce genre de choses. Son visage a changé. Une lueur de vraie peur a traversé ses yeux, et pour la première fois, elle n'avait pas de réplique prête. Pas de pirouette, pas de sarcasme, juste le silence. Elle s'est penchée un peu en avant,
le coussin toujours serré contre sa poitrine comme une sorte de bouclier. « Tu penses que j'ai fait quelque chose d'impardonnable » a-t-elle dit lentement, tâtant le terrain. Mais Thomas, je n'ai rien fait. Je n'ai franchi aucune ligne. J'ai légèrement incliné la tête. Non. Donc, les promenades tardives, le téléphone verrouillé, les chuchotements dans le couloir, le changement de parfum, tout ça n'est que coïncidence. J'avais besoin d'espace, a-t-elle dit rapidement. Tu étais distant en premier. Tu as arrêté de faire attention. J'ai failli rire. Presque. Mais j'ai gardé une expression neutre. Je n'ai pas arrêté de faire attention, Élodie. J'ai juste arrêté de réagir. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Thomas, tu agis comme si tu étais déjà parti. Je me suis levé lentement, le cuir craquant sous mon poids. Je ne suis pas encore parti, mais j'imagine à quoi cela pourrait ressembler. Et honnêtement, j'ai haussé les épaules, ça ne me fait pas peur. Une inspiration brutale. C'est cruel. Non, ai-je dit en marchant vers le couloir. Ce qui est cruel, c'est de prétendre que tout va bien alors que tu es émotionnellement ailleurs depuis des mois. Elle est restée là, figée. L'air entre nous était lourd de non-dit. Pour la première fois, son masque s'est fissuré. Pas brisé, mais fissuré. Est-ce que tu m'aimes encore, a-t-elle demandé, presque dans un murmure. J'ai marqué une pause dans le couloir, une main sur l'encadrement de la porte. Je ne suis plus sûr de savoir à quoi ressemble l'amour, mais je sais ce que l'on ressent quand on est respecté, et ça manque depuis longtemps. Je l'ai laissée assise là, la lueur de la bougie vacillant sur son visage stupéfait. Et dans le calme qui a suivi, je l'ai entendu. Le bruit sourd d'un coussin tombant au sol. Pas de cri, pas de porte qui claque, juste un changement. Un changement subtil et silencieux. Mais c'est comme ça que les choses cassent parfois. Pas dans des explosions, mais dans le bruit d'une femme réalisant enfin que l'emprise qu'elle avait est en train de glisser. C'était un mardi soir. L'air était épais d'humidité estivale. Les grillons chantaient au loin comme s'ils s'en moquaient. Le monde s'effondrait derrière notre porte fermée. Élodie a demandé si on pouvait s'asseoir dehors. Je n'ai pas dit oui. J'ai juste ouvert la baie vitrée et je suis allé sur la terrasse. Elle a suivi avec 2 tasses de thé, la sienne à la camomille, la mienne intacte. Nous nous sommes assis face à face dans ces vieilles chaises berçantes que nous avions achetées à la brocante de 30 mous. J'aimais cette terrasse. Maintenant, elle ressemblait à un terrain neutre, comme l'espace où un cessez-le-feu est déclaré. Mais la guerre n'était pas finie. Élodie a replié ses pieds sous elle, essayant d'avoir l'air douce, inoffensive. Ses yeux étaient vitreux, et je ne savais pas si c'était la lumière du porche ou quelque chose qui bouillonnait sous la surface. Elle a bu une gorgée de son thé et a dit « Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» Vraiment parler ? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé. Après un instant, elle a posé la tasse avec des doigts tremblants. Je ne voulais pas que les choses deviennent bizarres, a-t-elle dit, d'une petite voix. C'est juste. Je ne sais pas. J'ai été prise dans le tourbillon. J'ai été stressée. Le travail a été un enfer, et quand je marche le soir, ce n'est pas ce que tu crois. J'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. C'est tout. J'ai hoché la tête lentement, comme si cette explication n'était pas cousue de fil blanc. Elle a réessayé. Tu as été si distant ces derniers temps. J'avais l'impression que tu t'en fichais. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je ne savais pas comment. Sa lèvre a tremblé. Sa voix s'est brisée juste aux bons endroits. Elle avait déjà fait ça avant. J'ai pris une lente inspiration. Tu sais ce qui est intéressant avec les schémas, ai-je dit en croisant les bras. Une fois qu'on les remarque, il est difficile de ne plus les voir. Élodie a cligné des yeux. De quoi tu parles ? Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Les promenades nocturnes ont commencé exactement il y a 6 semaines. Juste après cette conférence professionnelle que tu disais épuisante. Puis est venu le téléphone verrouillé. Avant ça, tu le laissais charger sur le comptoir. Maintenant, il est collé à toi. Tu l'emmènes aux toilettes. Tu dors avec sous ton oreiller. Elle a dégluti difficilement, ses yeux jetant un coup d'œil vers la porte comme si elle voulait courir. Et les SMS, les gloussements. Élodie,
tu ne ris pas comme ça quand on regarde des comédies ensemble, mais soudain tu ris toute seule sur la terrasse à 23 heures. À cause de quoi? Des mèmes? Je parlais à Karine, a-t-elle dit rapidement. Elle m'envoie tout le temps des vidéos débiles. Alors montre-moi la conversation, ai-je dit calmement. Elle s'est figée. C'était là. Le moment. Ce gel subtil des muscles autour de sa bouche. Le délai. L'hésitation. Thomas, ce n'est pas un tribunal, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, c'est notre vie et je ne fais qu'énumérer les choses que j'ai remarquées. C'est tout. Elle a essayé de sourire. Ça n'a pas pris. Tu agis comme si je t'avais trompé. J'agis comme un homme qui sait quand on lui ment. Les larmes ont rempli ses yeux à ce moment-là. Des vrais peut-être. Ou répétés. À ce stade, je ne pouvais plus faire la différence. Tu me repousses, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu as déjà pris ta décision. Je me suis rassis, me balançant une fois dans ma chaise. La lumière du porche grésillait au-dessus de nous comme si elle ne supportait pas le silence non plus. Je ne te repousse pas, ai-je dit. C'est toi qui marches dans la direction opposée depuis des mois. Je ne fais que rester immobile maintenant. Elle a tendu la main à travers l'espace qui nous séparait, le bout des doigts effleurant mon genou. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je ne suis pas perdu, Élodie. J'ai juste fini de courir après quelqu'un qui fait semblant de ne pas fuir. Elle a retiré sa main lentement, son visage se froissant, pas d'un coup, mais par étapes, comme si même son déni commençait à perdre de la force. Les grillons continuaient de chanter, et je l'ai juste regardé, silencieux et immobile, alors que le masque qu'elle avait porté si fermement commençait enfin à glisser. C'est arrivé le soir suivant, comme une offrande de paix servie dans la graisse et la culpabilité. Je suis rentré à la maison avec une odeur de poulet pané, croustillant, poivré, exactement comme elle savait que je l'aimais. La table de la salle à manger était dressée correctement pour une fois. Des bougies, du vin déjà versé, une musique douce fredonnant bas depuis son téléphone. Élodie se tenait près de la cuisinière, s'essuyant les mains sur un torchon, arborant ce sourire prudent, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose mais ne voulait pas encore le dire. Le dîner est presque prêt, a-t-elle dit légèrement. Je pensais qu'on pourrait s'asseoir ensemble. J'ai enlevé ma veste, je l'ai accrochée, sans faire de commentaire. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, la lumière des bougies dansant entre nous comme si elle essayait d'adoucir les angles. Elle m'a observé attentivement alors que je prenais ma fourchette. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, ai-je dit. Je voulais le faire, a-t-elle répondu rapidement. Les choses ont été tendues. Je pensais que peut-être si on parlait juste comme des gens normaux. J'ai coupé dans le poulet, le craquement fort dans la pièce calme. Les gens normaux ne cuisinent pas de dîner d'excuses sans s'excuser, ai-je dit calmement. Son sourire a vacillé. J'essaie, Thomas. De faire quoi, ai-je demandé. Réinitialiser l'ambiance ou éviter la vérité? Elle a pris son verre de vin, a bu une petite gorgée, puis l'a reposé intacte. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit doucement. Tu me coinces avec des mots. Non, ai-je répondu. Je pose des questions directes. Toi, tu danses. Elle a inspiré lentement. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai croisé son regard, sans élever la voix. Je veux que tu me dises qui il est. Sa main s'est resserrée autour du pied du verre. Il n'y a pas de il et virgule, a-t-elle dit automatiquement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Les secondes se sont étirées. La cire des bougies a coulé. Finalement, ses épaules se sont affaissées. D'accord, a-t-elle chuchoté. Il y a quelqu'un. J'ai hoché la tête une fois. Continue. Ce n'est pas ce que tu penses, s'est-elle précipitée. Rien de physique. On n'a pas franchi cette ligne. Mais tu t'en es tenu très proche, ai-je dit. Elle a dégluti. On a beaucoup parlé. Il m'écoutait. C'est ça l'aveu, ai-je demandé. Tu t'es connecté avec un autre homme dans mon dos. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. Ce n'est jamais vrai, ai-je dit doucement. Elle a baissé les yeux sur son assiette. Tu as arrêté de faire attention, a-t-elle murmuré. Tu étais toujours fatigué, toujours distrait.
Je me sentais invisible. J'ai posé ma fourchette doucement. Je faisais des heures supplémentaires pour faire tourner cette maison, ai-je dit. Je te demandais comment s'était passée ta journée tous les soirs. J'étais présent. Elle a secoué la tête. Pas comme avant. Alors, tu remplaces la conversation par le secret, ai-je demandé. Elle a tendu la main à travers la table. Je me sentais seul. Tu étais marié, ai-je répondu en retirant ma main. Les larmes glissaient sur ses joues maintenant, silencieuses et régulières. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, ai-je dit. Et ensuite tu as essayé de me dire que c'était de ma faute. Elle a couvert son visage. J'avais peur que tu partes. Je me suis levé lentement. Tu aurais dû avoir peur de perdre ma confiance, ai-je dit. Les bougies continuaient de brûler. Le poulet refroidissait. Et pour la première fois, elle a cessé de prétendre que c'était quelque chose dont nous pouvions simplement nous sortir en discutant. Nous sommes restés assis en silence après sa confession. Le genre de silence qui ne purifie pas l'air, mais l'épaissit. Élodie a essuyé ses joues avec le coin d'une serviette, mais je n'ai pas offert de réconfort. Je ne pouvais pas. Le poids entre nous n'allait nulle part. Elle a reniflé. Je suis juste contente qu'on en parle. Je me suis penché en avant lentement, les mains croisées devant moi, les yeux fixés sur les siens. Tu as dit que j'avais arrêté de faire attention. Elle a regardé en retour, a hoché la tête, pleine d'espoir. Ouais, je veux dire, ce n'est pas une attaque, Thomas. C'est juste que... Je sentais une distance. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix basse et égale. Je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. Je ne me suis pas volatilisé. Je ne disparaissais pas la nuit. Je ne mettais pas de mots de passe sur tout et je ne riais pas devant mon téléphone comme un adolescent. Elle a cligné des yeux, stupéfaite par le calme derrière les mots. J'étais là, ai-je continué, à faire le café, à changer les ampoules, à demander comment s'était passée ta journée, à écouter. J'étais là quand toi tu étais absente, Élodie. Sa mâchoire s'est serrée. Je ne suis allé nulle part. Alors donne-moi son numéro. Ça l'a stoppé net. Quoi, a-t-elle demandé, le souffle coupé. Je veux son numéro. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Elle a remué sur son siège. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça l'est pour moi. Thomas, il ne se passe rien maintenant. C'est fini. Je n'ai pas demandé si c'était fini. J'ai demandé son numéro. Je ne l'ai plus, a-t-elle dit trop vite. J'ai souri, mais ça n'a pas atteint mes yeux. Tu l'as. Non, je. Tu l'as, ai-je répété, la voix ferme maintenant. On le sait tous les deux. Dis juste que tu ne veux pas me le donner. Elle a baissé les yeux, secouant la tête. Ce n'est pas juste. Tu agis comme si je t'avais trahi physiquement. Tu m'as trahi émotionnellement, ai-je dit. Et maintenant tu essaies de cacher la preuve. Je ne cache rien, a-t-elle claqué. Alors donne-moi le numéro, ai-je dit. Je ne l'ai pas, Thomas. Sa voix a rebondi sur les murs de la salle à manger, forte, perçante, tremblante sur les bords. Je me suis levé calmement. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé en se levant avec moi. Tu fais tes valises. Élodie, je me suis tourné vers le couloir. Tu ne veux pas dire la vérité. C'est ton choix. Le mien est d'arrêter de vivre dans cette maison comme si je te croyais. Elle m'a suivi dans le couloir, ses pas frénétiques derrière les miens. Attends, on peut juste parler encore, s'il te plaît? On peut ralentir? Je t'ai donné cette chance, ai-je dit en sortant mon sac de voyage du placard. Je t'ai donné des semaines. J'ai demandé. J'ai attendu. J'ai observé. Tu veux contrôler la version de la vérité que je reçois? Et ça ne m'intéresse plus. Tu jettes tout ça pour quelque chose qui n'était même pas. Arrête, ai-je dit en la coupant alors que j'attrapais mes affaires de toilette. Ne finis pas cette phrase. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains tremblantes, les yeux rouges et humides. S'il te plaît, reste. On va trouver une solution. J'ai zippé le sac, les jeté sur mon épaule et les regardé un long moment. J'ai fini d'essayer de comprendre les mensonges, Élodie. Et je suis passé devant elle, à travers la maison que j'appelais autrefois mon foyer,
j'ai descendu les marches du perron où nous avions l'habitude de nous asseoir, et je suis sorti dans la nuit. Pas en colère, pas en criant, juste parti. Si vous appréciez l'histoire, appuyez sur le bouton j'aime. Julien avait un appartement d'une pièce au 4e étage d'une ancienne usine de briques réhabilitée en centre-ville. Tuyauterie apparente, pas d'ascenseur, et une vue sur rien d'autre que le parking. C'était exigu, ça sentait légèrement les vieux plats à emporter et les chaussettes de sport, mais c'était un toit. Il n'a pas posé de questions quand je me suis pointé avec mon sac de voyage et des yeux qui n'avaient pas dormi depuis des jours. Il a juste sorti une couverture du placard, m'a lancé la télécommande et a ouvert 2 bières. C'était ce genre d'ami. Pas besoin de tout l'historique pour savoir que l'orage avait éclaté. Tu restes aussi longtemps que tu as besoin, a-t-il dit, la voix basse. Regardant le match mais ne le regardant pas vraiment. Merci, mec. Mais dormir sur un vieux canapé en cuir avec un ressort cassé n'était pas la partie la plus difficile. C'était l'attente. Je n'avais pas fini. Quelque chose en moi ne voulait pas rester tranquille. La partie de moi qui avait l'habitude de lui faire confiance, cette partie-là était morte. Mais la partie qui avait besoin de toute la vérité, celle-là était vivante et agitée. Alors le lendemain matin, j'ai commencé à surveiller. J'avais toujours accès à notre calendrier partagé. Elle n'avait pas pris la peine de changer les identifiants. Rendez-vous chez le dentiste, coiffeur, et quelque chose de vague, réunion 18h tous les jeudis depuis 5 semaines. Pas de lieu, juste ça. Je me suis garé en face du café du coin où elle prétendait adorer travailler ces derniers temps et j'ai attendu. À 17h59, elle est sortie, coiffée, habillée comme si elle allait quelque part qui n'était pas pour un café latte. Elle a vérifié son téléphone, puis a tourné au coin de la rue à pied et est montée dans une berline bleu foncé qui s'est arrêtée sans ralentir. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais il s'est penché et l'a embrassée sur la joue comme si c'était la routine, comme s'il l'avait fait 100 fois. J'ai serré le volant, mes jointures blanchissant, mais je n'ai pas bougé. Je n'allais pas tout gâcher. Pas encore. Le lendemain, je l'ai suivi à nouveau. Même routine, même gars, mais cette fois, je les ai suivis hors de la ville. Ils se sont garés dans un quartier résidentiel calme, assez chic pour avoir des étayers, mais pas assez pour des portails. Je me suis garé une rue plus loin et j'ai regardé alors qu'ils entraient dans un pavillon beige à étages avec des volets verts. Aucune hésitation. Elle avait le code du garage et la porte s'est refermée derrière eux. J'ai attendu là pendant plus d'1 heure. Puis une autre voiture est entrée dans l'allée. Une femme en est sortie, grande, peut-être la trentaine, tenant un sac de sport et un trousseau de clés. Elle est entrée par la porte d'entrée avec aisance. Pas une visiteuse. J'ai regardé à travers le pare-brise, quelque chose coulant dans mon estomac. Quand la porte s'est rouverte, Élodie était partie. Le type se tenait dans l'embrasure, a embrassé la femme sur la joue, a pris son sac. Il a souri comme si c'était normal parce que pour lui, ça l'était probablement. Il était marié, lui aussi. Et juste comme ça, la trahison est devenue plus lourde. Pas seulement parce qu'elle mentait, pas seulement parce qu'elle l'avait choisi lui, mais parce qu'elle avait choisi quelqu'un qui jouait au même jeu. Maintenant, ce n'était plus juste de l'infidélité. C'était un schéma. Et j'en avais fini d'être un pion là-dedans. Le lendemain matin était couvert, ce ciel gris sourd qui rendait le monde plus silencieux que d'habitude. J'étais garé de l'autre côté de la rue de sa maison avant que le soleil ne soit complètement levé, regardant la rosée s'accrocher à l'herbe de sa pelouse. Je n'avais pas prévu de grands discours. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste attendu. À 7h42, la porte du garage a grincé et il est sorti avec un sac de sport en bandoulière et un mug de voyage à la main. Habillé d'un polo impeccable et de chaussures de course. Cheveux mouillés, coupure de rasage sur le menton, il avait l'air normal, comme s'il ne venait pas de passer la nuit avec la femme de quelqu'un d'autre. Je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé la rue d'un pas calme et mesuré. Il s'est arrêté quand il m'a vu, a cligné des yeux, puis a forcé un sourire poli comme si j'étais un voisin venant emprunter un râteau. « Je peux vous aider ?» Je me suis arrêté à quelques mètres. « Ouais, je pense que vous l'avez déjà fait. » Son visage a changé, le sourire s'effaçant. Ses mains ont lentement baissé le mug. « Est-ce que je vous connais ?» J'ai hoché la tête une fois. « Vous voyez ma femme. » Il a dégluti difficilement. «
Je suis désolé. Qui? Élodie, ai-je dit platement. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti au début. Puis, oh mon Dieu. Il a regardé par-dessus son épaule comme si quelqu'un pouvait regarder, puis m'a regardé de nouveau. Écoutez, je ne savais pas. Je veux dire, elle m'a dit qu'elle était séparée. Je n'ai pas scié. Elle ne l'était pas. Il a frotté l'arrière de son cou, les yeux fuyant partout sauf dans les miens. On n'a jamais. D'accord, on ne voulait pas que ça aille aussi loin. C'est juste qu'on parlait, c'est tout. Surtout, ça a commencé innocemment. Ils disent toujours ça. Je le jure, a-t-il dit, la voix tremblante. Ce n'était pas sérieux. Je veux dire, elle a dit qu'elle ne voyait personne. Elle a fait comme si tout était déjà fini. Ce n'était pas le cas, ai-je redit. Sa voix est tombée dans un murmure. Est-ce que votre femme sait que vous êtes ici? Non. Il a baissé les yeux sur le trottoir, soudainement très conscient de ses baskets et des fissures dans son allée. Je vais arrêter, a-t-il dit doucement. Je jure que je vais y mettre fin. Je n'aurais pas dû laisser ça durer aussi longtemps. Vous n'auriez pas dû laisser ça commencer. C'est tout ce que j'ai dit. Et je me suis retourné, j'ai traversé la rue, calme, silencieux. Il n'a pas suivi, n'a pas essayé d'expliquer. Il est juste resté là dans son allée, se recroquevillant sur lui-même. Je me suis glissé dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans jamais regarder en arrière. Pas de menaces, pas de cris, juste la vérité. Lâché à ses pieds comme une pierre. Et mon silence. Il pesait plus que tout ce que j'aurais pu hurler. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de texto, je n'ai même pas marqué une pause sur le trottoir comme j'avais l'habitude de le faire. Je me suis juste garé dans l'allée de la maison que nous partagions autrefois. Même béton fissuré, même volet décoloré, mêmes hortensias. Elle n'arrosait jamais. Tout semblait familier. Tout semblait étranger. La clé fonctionnait toujours. La porte s'est ouverte en grinçant et elle était là, debout dans la cuisine en pantalon de yoga et t-shirt large. Les cheveux relevés comme si elle n'attendait personne. Elle s'est figée quand elle m'a vu, puis a souri trop vite, trop grand. Thomas, a-t-elle dit comme si j'étais parti un week-end, pas une vie entière. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé devant elle, silencieux, stable. J'ai posé l'épaisse enveloppe Kraft sur la table à côté de la corbeille de fruits. Elle a suivi, hésitante. Quelque chose ne va pas? J'ai tiré une chaise. Je me suis assis, puis j'ai croisé son regard à travers le silence. Je l'ai vu hier. Son visage s'est figé. Puis lentement, elle a essayé de récupérer. Vu qui? Elle a croisé les bras. Thomas, je ne sais pas de que. Ton amant, ai-je dit calme mais tranchant. L'homme dont tu te glisses dans la voiture tous les jeudis. Celui qui a sa propre femme. Celui qui avait l'air d'avoir vu un fantôme quand j'ai frappé à sa porte. Elle m'a fixé, clignant des yeux. J'ai continué, la voix égale. Il a tout admis. Il a juré que c'était juste émotionnel, que ça n'était jamais devenu physique. Il a aussi promis que c'était fini. J'ai tapoté l'enveloppe. Ça aussi. Elle l'a regardé comme si elle pouvait lui brûler les doigts. Tu as apporté des papiers, a-t-elle demandé, la voix soudainement cassante. Le divorce, ai-je dit. Déposé hier. J'ai déjà signé. Son souffle s'est coupé, son visage a pâli. Tu n'es pas sérieux. Je le suis. Mais Thomas, on peut parler. On peut arranger ça. Ton amant t'a quitté hier, ai-je ajouté doucement, proprement. La couleur a complètement quitté son visage. Quoi? Il a fini. Il a mis un terme à tout ça. Je pense que je l'ai secoué. Donc maintenant tu es de retour à la case départ. Elle a reculé comme si elle avait été frappée. Et puis juste comme ça, le masque est tombé. Le faux sourire, le tremblement, la performance, disparu. Ce qui a suivi était du feu. Espèce de sale petit. Elle n'a même pas fini la phrase. Elle a juste claqué sa paume contre la table si fort que l'enveloppe a sursauté. J'ai fait une erreur. Tu en as fait des douzaines, ai-je claqué. Des mensonges, des secrets,
cacher une seconde vie dans notre maison. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que tu es devenu. Tu m'as abandonné émotionnellement. Je cuisinais pour toi. Tu n'étais plus le même. Tu ne m'as jamais donné la chance de l'être, ai-je dit, tu es juste parti. Tu ne me l'as juste pas dit. Elle a attrapé une assiette de l'égouttoir, une des belles, celle qu'on avait eue pour notre anniversaire, et l'a jetée contre le mur. Elle s'est brisée. Je n'ai pas bronché. Tu veux faire de moi le méchant, ai-je demandé. Bien, appelle-moi froid, appelle-moi distant, mais ne m'appelle pas aveugle. Plus maintenant. Elle se tenait là, la poitrine haletante, le mascara coulant sous ses yeux. Je t'ai tout donné, a-t-elle craché. Non, ai-je dit doucement. Tu lui as donné la partie de toi qui était à moi. Le plat suivant a volé plus fort, un verre de vin 7 fois explosant contre le carrelage. Je te déteste, a-t-elle chuchoté. Tu détestes avoir été prise, ai-je répondu. Tu étais censé te battre pour moi. J'étais censé être ton mari, ai-je dit. Tu ne voulais pas de ça. Le silence planait, épais et électrique. Puis elle s'est laissée tomber sur une chaise, respirant fort, la rage se transformant en incrédulité. Alors c'est tout. C'est la fin. Je me suis levé lentement. Non, c'est le début, ai-je dit. Pour moi. J'ai laissé l'enveloppe là sur la table et je suis sorti. Le bruit du verre brisé crissant sous mes chaussures. Chaque pas ressemblant à une libération. Derrière moi, la maison semblait enfin honnête, laide, bruyante, dévastée, mais ne faisant plus semblant. Il a fallu moins d'une semaine après la finalisation des papiers pour qu'Élodie commence sa campagne. D'abord sont venus les postes vagues, ces citations fatiguées et mal dégrossies sur le fait de choisir la paix plutôt que la douleur et de lâcher prise sur la toxicité. Puis les moins subtils. Un selfie flou avec des yeux rouges bordés de larmes légendées, vous pensez connaître quelqu'un, suivi d'une douzaine d'émojis cœur brisé. Elle ne m'a pas tagué, bien sûr. Elle n'avait pas à le faire. Les gens savaient. Nous avions des amis communs, une petite ville, une histoire partagée. Nos noms n'avaient pas besoin d'être en néon pour que le message passe. Elle voulait contrôler l'histoire, se présenter comme la femme blessée rejetée par un mari froid et distant qui avait cessé de montrer de l'affection et retenait son amour en guise de punition. Ces mots, mot pour mot. Ça aurait pu marcher si les gens n'avaient pas regardé le lent effilochement depuis des mois. Le premier commentaire qui a riposté est venu de Sandrine, notre ancienne voisine. Elle a écrit, « Élodie, on était tous là. Ne réécris pas l'histoire maintenant. » Puis est venu Cédric, mon plus vieux pote de fac, « Tu ne peux pas jouer la victime après ce que tu lui as fait. » Et puis Magali, « Tu m'as dit toi-même que tu voyais quelqu'un d'autre. Ne joue pas les surprises maintenant que ça te retombe dessus. » Une par une, les vannes se sont ouvertes. Pas d'insultes, pas d'attaques, juste des faits. Des vérités calmes et fermes. Élodie a essayé de répondre au début, supprimant des commentaires, bloquant des gens, envoyant des messages privés à quiconque n'avait pas encore parlé. Est-ce que je peux compter sur toi pour me soutenir? Mais la vérité avait de l'élan, et elle n'avait pas besoin de mon aide. Je n'ai jamais posté un seul mot. Je ne me suis pas défendu publiquement. Je n'ai pas corrigé sa chronologie. Je n'ai pas fait de capture d'écran de preuve. J'ai juste observé. Pas avec joie. Pas avec satisfaction. Juste de l'observation. De la même manière que je l'avais observé des semaines plus tôt, tissant ses mensonges au-dessus d'un poulet aux chandelles et d'un vin qu'elle n'aimait même pas. Finalement, elle a tout fermé. Son Facebook a disparu en premier, puis Instagram, puis le compte TikTok qu'elle n'utilisait jamais vraiment de toute façon. Disparu. Et juste comme ça, le personnage soigneusement curé qu'elle construisait, celle qui faisait tout ce qu'elle pouvait, s'est évanoui d'une pression sur un bouton. J'ai entendu plus tard qu'elle avait dit à quelqu'un à son studio de yoga qu'elle avait besoin d'une détox sociale, qu'elle était fatiguée de la négativité. Mais je savais ce qui s'était vraiment passé. Le masque s'était fissuré trop largement et il n'y avait pas de raccommodage possible. Élodie avait bâti sa défense sur la performance, sur la pitié, sur la vérité sélective, sur une vulnérabilité mise en scène. Mais les gens voyaient à travers parce que la douleur raconte une histoire, mais les schémas, eux, disent la vérité. Et quand les gens ont commencé à comparer ses mots à ses actions, le compte n'y était pas. Alors elle a disparu. Pas de la ville, pas du monde,
mais de l'espace où elle pensait pouvoir contrôler le récit. Et ce qui restait dans ce vide était le silence. Le genre qui ne supplie pas d'être réparé. Le genre qui sonne comme une conséquence. Ça fait 6 mois. Assez longtemps pour que la poussière retombe. Assez longtemps pour que les gens arrêtent de chuchoter et commencent à oublier. Je vais toujours au même café tous les matins. Café de la place, même banquette au fond, même tasse ébréchée, même serveuse qui sait que je le prends noir. Léa a obtenu son diplôme maintenant, mais la nouvelle, Manon, m'a vite cerné. Gars calme, lève tôt, bon pour boire, reste dans son coin, et j'aime ça comme ça. Plus de questions, plus de faire semblant, juste moi, une banquette en coin, et la paix. Un matin au début du printemps, Julien s'est glissé sur le siège en face de moi. Pas invité, mais bienvenu. Il avait un sourire aux lèvres, le genre qu'il portait quand il avait un potin qu'il ne voulait pas admettre être un potin. « Tu as entendu pour Élodie ?» a-t-il demandé en buvant dans un gobelet en carton comme s'il essayait d'avoir l'air décontracté. Je n'ai pas levé les yeux de mon café. Non. Elle travaille à la ferme de ses parents. Dans la Creuse. Ça m'a fait marquer une pause. Élodie, talons sur le gravier, brunch en ville, se moquant de tout. Élodie la rurale dans une ferme. Sérieusement, ai-je dit en haussant un sourcil. Très sérieusement. Apparemment, les entretiens d'embauche se sont taris. Le mot a circulé. Tu sais comment les gens parlent ici. Chaque entreprise à laquelle elle a postulé la soit ghostée, soit lui a dit qu'il gardait son dossier. Je suppose que ces citations Instagram n'ont pas tenu le coup au RH, ai-je dit. Julien a ri. Elle cure les étables, plante des tomates. Son père a posté une photo d'elle tenant une chèvre. Une chèvre, mec. J'ai secoué lentement la tête. Pas de moquerie, pas de triomphe, juste de l'incrédulité. Élodie levait toujours les yeux au ciel à propos de la ferme de ses parents. Disait que c'était mignon mais dépassé. Appelait ça du travail manuel pour les gens qui avaient atteint leur sommet au lycée. Maintenant, c'était le seul endroit qui voulait bien d'elle. Elle voit toujours ce type, ai-je demandé. Julien a secoué la tête. Non. Il paraît que sa femme a tout découvert et l'a mis à la porte. Il a essayé de recontacter Élodie après les retombées, mais elle l'a rembarré. Elle ne voulait pas être liée au naufrage. Tu m'étonnes. Élodie aimait toujours l'illusion du contrôle, mais quand les choses brûlaient vraiment, elle sautait du navire avant d'admettre qu'elle avait allumé la mèche. Bref, a dit Julien en se levant, je pensais juste que tu voudrais savoir. Le monde est petit. Il m'a tapé sur l'épaule, puis s'est dirigé vers le comptoir pour flirter avec Manon. Je suis resté dans la banquette un peu plus longtemps, fixant la fenêtre, regardant le même soleil du matin se déverser sur le trottoir, le même rythme de vie qui avançait, sans encombre, sans complication. Et j'ai souri. Pas parce qu'elle est tombée. Pas parce que j'ai gagné, mais parce que je n'étais plus là-dedans. Parce que l'orage est passé. Et j'étais toujours là. Calme, entier, inébranlable. Pas de rage, pas de feu. Juste le calme lent et régulier d'un homme qui a appris à arrêter de courir après le bruit. J'ai payé ma note, laissé un bon pourboire, passé la porte avec le même rythme que j'avais trouvé il y a des mois. Et alors que le vent se levait autour de moi, j'ai inspiré profondément, reconnaissant. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce qui ne s'est pas reproduit. Je ne suis jamais retourné en arrière et je ne le ferai jamais. Et c'était la fin de l'histoire. Je pense encore au moment où Élodie a essayé de retourner la vérité et de faire de moi le méchant, postant en ligne, tordant le récit, suppliant pour de la sympathie alors que tout ce qu'elle laissait derrière elle était des débris. Si quelqu'un à qui vous teniez faisait une erreur comme ça, blâmait les autres pour se protéger, l'auriez-vous dénoncé comme nos amis l'ont fait? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, abonnez-vous. J'en ai d'autres à raconter.